Il y a cette phrase qui dit « Vous passez la plupart de votre temps dans vos têtes. Faites en sorte que ce soit des endroits agréables à vivre. » Et je trouve que c'est parmi les expressions les plus claires de l'importance de prendre soin de ses pensées, de prendre soin de tout ce qui passe dans nos têtes. Et l'une des nombreuses façons de prendre soin de soi ou soit de ce qui passe dans nos têtes, c'est à travers l'introspection. Aujourd'hui, dans Notes of an Overthinker, on va voir l'introspection régénératrice et comment appliquer ça dans la vie professionnelle que personnelle, dans le but de pouvoir obtenir un équilibre et une pleine conscience de tout ce qui passe dans nos têtes. Un update très rapide avant de commencer l'épisode. En fait, il y en a deux. Le premier, c'est que j'ai jugé bon d'aller par 2 épisodes pour certains sujets. Donc, le premier épisode sera un épisode où je vous raconte une histoire pour essayer de vous mettre un peu dans le bain, essayer de vous faire comprendre le contexte, essayer de vous relaxer d'une certaine façon. Certes, je n'ai pas la voix très poétique, très profonde, mais néanmoins, j'ai quand même quelques bonnes histoires que je peux vous raconter pour essayer de de rendre le sujet un peu plus comestible à la société. Et donc ça c'est le premier update. Deuxième update, j'ai pas fini le premier update. Deuxième update, premier update, la suite. C'est juste une façon, la deuxième, c'est une façon de bien faire entrer les sujets dans les têtes, dans les pensées. Et après, il y aura un deuxième épisode qui va en fait servir à traiter les sujets de façon logique. On va aller maintenant et décortiquer tout ce qui a été pris dans le premier épisode. Et donc, premier update. Deuxième update, c'est juste pour essayer de vous informer que si vous avez des noms que vous ne connaissez pas, si vous avez certaines prononciations de noms qui vous énervent parce que j'ai mal prononcé, c'est pas un problème. Concentrez-vous juste sur l'histoire et puis après on va avancer comme ça. Mais juste pour que ça reste pour bien faire les choses, je suis d'une certaine façon bien obligé de citer les noms, pour essayer de rendre les choses bien vraies. Ainsi, si vous voulez les tester, ou soit si vous voulez vérifier, c'est encore mieux pour vous. Ok? Go! On se lance alors dans notre épisode du jour. Je vais vous raconter une histoire que vous avez sûrement entendue quelque part d'autre. C'est une histoire très populaire. Mais dans ce cas-ci, on va essayer de la traiter d'une façon un peu différente. Pas dans un but historique, mais plutôt dans un but psychologique et pourquoi pas pédagogique. Ok? Let's go. L'histoire a pour but, cette histoire en fait, dans ce cas précis, a pour but de juste vous illustrer comment vos pensées, vos motivations et vos pourquoi, s'ils ne sont pas régénérés positivement, tout ça là, motivation, pourquoi et pensée, s'ils ne sont pas régénérés positivement, ça peut être une cause de manque de contentement et donc, dans le pire des cas, de malheur, tout en vous en projetant de vous une image comme si vous étiez successful, comme si vous aviez du succès, alors que ce n'est pas le cas. Notre histoire est celle de Dave Mustaine, ou soit Mustaine, ou soit Mustaine, ça dépend de qui lit, ou soit de comment ça se dit, ok? Eh bien, Dave Mustaine est né le 13 septembre 1961 en Californie, aux États-Unis. Oui, j'ai même recherché sa date de naissance juste pour vous, à ce point-là que je vous aime. Il grandit dans une famille dysfonctionnelle et a été victime d'abus et de violences. Il s'est donc logiquement réfugié quelque part. Il s'est trouvé un hobby et dans son cas, son hobby c'était de la musique. Et donc, il commence par apprendre à jouer de la guitare. Influencé par des groupes comme Led Zeppelin, Black Sabbath ou AC/DC, il devient rapidement très bon. À tel point que en 1981, il rejoint Metallica. Vous connaissez tous Metallica, le populaire, le multidimensionnel, le groupe mondial de thrash metal formé par James Hetfield et Lars Ulrich. Les noms, c'est quand même, quand c'est pas dans ta langue, c'est pas dans ta langue. Il devient donc le guitariste principal de ce groupe et, logiquement parlant, vu son talent, il devient même co-auteur de plusieurs des chansons.
Tellement bon, il participe à l'enregistrement de la première démo du groupe No Life Till Leather, un succès mondialement connu. Cependant, son passé le rattrape en fait d'une certaine façon. Il commence à entrer en conflit de façon très répétitive avec les autres membres du groupe parce que son caractère en fait n'est plus un caractère intéressant. Il devient toxique vu à son caractère impulsif et sa consommation excessive d'alcool et de drogue. Finalement, il est renvoyé du groupe juste 2 ans après, avant l'enregistrement du premier album Kill 'Em All. Et là, vous commencez à comprendre comment les choses se tracent. Grandi dans une famille dysfonctionnelle, victime d'abus et de violences, il se réfugie dans quelque chose, mais il n'arrive pas à dégager toutes ses pensées de sa tête. Et tout cela le transforme et se reflète dans son comportement. Il devient impulsif et consommateur de drogue, excessif de drogue, etc. Continuons notre histoire. Gardez bien le fil, on va évoluer comme ça. Et donc, notre très cher Dave Mustaine est alors remplacé par Kirk Hammett. Pas Ahmed, mais plutôt Kirk Hammett. Yes, j'ai réussi à dire ça. Kirk Hammett. Et ce fameux Kirk Hammett reprend donc les solos que Dave a bien écrits, mais qui n'a pas pu chanter vu qu'il a été rejeté. Logiquement parlant, humainement parlant, ils se sont donc trahis et humiliés par Metallica en se disant comment est-ce que c'est possible qu'il me fasse ça? Humain que nous sommes, humain qu'il est, il décide donc de forger son propre groupe qui va nommer Megadeth. Ou soit Megadeth, je ne sais pas comment ça se dit, mais dans ce sens-là. Et en formant ça, le but est clair, c'est pour se venger. C'est pour essayer de mettre les autres mal à l'aise et essayer de les secouer un peu. Et il s'unit avec un bassiste du nom de David Ellefson. Et là, la chose devient encore plus flagrante. C'est même pas qu'il cache en fait ses intentions, mais tout est clair. Son objectif est très clair, surpasser Metallica en termes de vitesse, de technique et, écoutez bien, des succès. C'est quand même Metallica. Certes, au début, à la naissance, ce n'était pas le Metallica qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était quand même Metallica. Ouais, un peu dans quelle quête il s'était lancé. Ça ne l'a pas arrêté. Et donc, Megadeth, avec à sa tête Dave Mustaine et David Ellefson, ils sortent leur premier album en 1985, nommé, un autre intéressant qui m'apparaît un peu sadique et drôle à la fois, Killing is my business and business is good. Et le groupe fait sa première remarque, enfin pas sa première remarque, en fait, ils font ses premiers pas et marquent en fait les gens par leur style très agressif, par leur style complexe, tout ça naissent d'où? Rappelez-vous, de son enfance. Bien. Dave Mustaine écrit des chansons qui expriment sa colère et sa frustration envers Metallica, comme le fameux Mechanics ou The Fourth Horseman. Tout ça, toutes ces chansons, toute cette haine, toute cette quête entretient une rivalité avec son ancien groupe et il n'hésite même pas à publier, à les critiquer, tout ça de façon très publique. Quelque chose de flagrant pour certains, ça peut choquer les esprits. Mais tout ça là, c'est juste une suite logique de qui il était, comment était son enfance et comment il grandit et comment il se transforme avec toute cette énergie-là qui ne fait que s'accumuler et grandir en important toute cette énergie négative, toutes ces pensées négatives, etc. Ce qui est triste dans l'histoire, c'est que Megadeth connaît un succès croissant au fil des années. Il ne cesse de grandir. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'il a du talent et il bosse comme il faut. Il se met à côté des personnes qu'il faut. Et donc, il grandit. Il sort des albums après albums. Il est au fait acclamé par les critiques et les fans. Ce qui est vrai, c'est que les fans peuvent t'aimer, mais les critiques, lorsque les critiques te disent que voilà, tu es bon, ça veut dire que tu es bon. Et lui, là, il n'avait rien à prouver, mais il l'a quand même fait et il a prouvé à tout le monde qu'il était bon. Il a sorti certains albums assez intéressants, comme Peace Sells, but Who's Buying? Très intéressant comme nom. Rest in Peace et Countdown to Extinction. Tout ça là, en respectivement 1986, 1990 ou soit 1990. Et Countdown est sorti juste en 1992. C'est bizarre de dire 92. 1992.
faut pas se compliquer la tête. Megadeth devient donc un leader de thrash metal aux côtés de Metallica, Slayer ou Anthrax. Ce qui est là, c'est que il ne veut pas être aux côtés des Metallica, il veut être au-dessus des Metallica. Ce qui, au fait, est le point intéressant de notre podcast, de notre histoire d'aujourd'hui, c'est que Dave Mustaine, malgré tous ces succès-là qu'il a obtenus, il n'arrive pas à se défaire de son obsession pour Metallica. Parce qu'il va être déçu. Et il souffre de voir que son ancien groupe vend plus d'albums que lui, ont plus de succès que lui, ils sont plus applaudis que lui. Ils remportent même plus de récompenses que lui et son groupe. Ils se sentent inférieurs et incompris. Donc imaginez un peu, après tous ces succès, après tout ce qu'il a pu faire, ils se sentent quand même inférieurs et incompris parce que Metallica le dépassait. Et donc, rien ne vient au hasard. Les choses vont juste suivre leur cours et il va juste simplement s'effondrer dans la dépression et l'addiction aux drogues dures. Ce qui n'est pas quelque chose de nouveau pour lui, mais juste à un niveau encore plus poussé. Et cette rage-là, cet ego surdimensionné, toute cette peine à l'intérieur de lui, l'empêche de voir que le problème, ça pouvait être lui. Non. Ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il va plutôt passer son temps à changer des musiciens au sein de son groupe jusqu'à perdre, en fait, le contrôle artistique. Parce que ce qui est vrai, c'est que plus tu changes de gens à une rapidité très rapide, que ce soit dans vos entreprises, dans vos relations, ça peut être dans la musique, dans son cas, c'est que tu perds un contrôle d'une certaine façon parce qu'il n'y a pas un dynamisme qui reste là. Tout bouge n'importe quand, c'est pas très intéressant. Et c'est là qu'au fait que le shift est intervenu chez Dave, c'est que en 2022, il subit une blessure au bras qui le rend incapable de jouer de la guitare pendant 1 an. Ah mais il suffit juste de demander à un codeur ou soit à un designer s'il peut arrêter de faire ce qu'il fait pendant 1 semaine, ou soit même quelques jours pour qu'il sente ça comme une maladie. Et maintenant, lui, c'est sa musique, c'est ça qui le fait vivre, c'est ça qui donne l'impression d'avancer plus vers sa quête. Et il se fracture le bras. Enfin, pas se fracturer, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a une blessure au bras qui l'empêche de jouer de la guitare. Et c'est les heavy metal. Pour ceux qui jouent de la guitare, c'est heavy metal. La guitare, c'est pas une guitare comme la guitare classique où elle est douce. Non, heavy metal, comme la guitare, elle est aussi heavy. Voilà. Ce qui se passe, c'est que il annonce juste la dissolution temporaire de son groupe Megadeth. Et là, la descente, pas aux enfers, mais plutôt au paradis, on va dire ça comme ça, vu que c'est là que les choses commencent à redevenir un peu en ordre. Pendant sa convalescence, il décide décidément de suivre une cure de désintoxication et se convertir à une foi religieuse. Ok ? Dans son cas, le christianisme. Et ce qui est là, c'est que dû à son absence pendant tout ce temps où il s'est arrêté, il s'est au fait un peu mis à l'écart du monde de la musique, la conscience est revenue. Ok, je ne fais plus de musique pour leur battre. Est-ce que je suis mort de ça? Est-ce que je suis moins humain que ça? Ben non. C'est là que la conscience commence à revenir. Il décide alors de faire les actions qu'il a trouvées nécessaires, entre autres la cure de désintoxication et se convertir au christianisme. C'est là en fait que les choses commencent à bien se tourner de nouveau. Il renoue également avec les anciens membres de Metallica et ont même tourné un documentaire, je crois. Enfin, eux, ils attendent de tourner un documentaire et puis après, il est revenu. Ils ont renoué. Okay? Il s'est excusé, bien évidemment, et a regretté tout ça là. Donc là, c'est en fait la personne qui redevient personne, en fait. Il coupe court à tous ces chaînons de mauvaises pensées, tous ces chaînons qui ont caractérisé son caractère toxique et redevenu une personne. Certes, il n'est pas rentré dans le groupe, mais il a su quand même retrouver et rediriger ses pensées d'une façon différente, rediriger son énergie, son pourquoi et ses motivations de façon différente. Et c'est en 2004 qu'il va en fait reprendre sa carrière musicale, son bras en bon état, et avec le même groupe Megadeth. Et après avoir repris, il est bien parti en sortant cet album studio. Cet album studio est très intéressant pour ceux qui sont fans de heavy metal, parce que
Il a même gagné en fait un Grammy Award pour la meilleure performance en métal en 2017. C'est pas rien. Donc, d'une certaine façon, il suffisait pour lui juste de pouvoir délaisser tout ça pour se focus sur sa musique pour aller encore plus de l'avant. Intéressant, oui. D'une certaine façon, on peut dire qu'il a trouvé un équilibre dans sa vie personnelle et professionnelle. Mais ce qui est vrai, c'est que tout ce qu'on peut faire dans la vie, tout ce qui peut nous servir dans la vie, on reste marqué par ça. On reste marqué par ça. En 2019, il a révélé au fait au monde qu'il souffrait d'un cancer de la gorge. C'est triste. Il a perdu sa voix et ce qui va avec. Mais quoique difficile soit cette épreuve pour lui, il continue quand même à avoir cette détermination pour faire de la musique. Parce que c'est toute sa vie la musique. C'est juste... Enfin, l'histoire est finie par ici, ok? C'est juste un exemple d'un homme qui a connu les succès à des niveaux inimaginables, mais aussi le malheur au même moment. Plus il avançait avec le succès, c'est le malheur qui le suivait. Et tout ça à cause des pensées négatives et ses comparaisons aux autres. Bien, j'aimerais mettre ici une nuance, ok? Nous sommes dans l'introspection, nous sommes dans la partie d'introspection. On va parler dans l'épisode 2 de tous ces sujets en profondeur. C'est juste, on va plus s'atteler sur les pensées que sur la comparaison des autres. Ça, c'est un autre sujet dans notre jour. Ok? Mais retenez quand même. Voilà. Ce qui est vrai, c'est que les pensées sont comme les habits qu'on porte. Ça, j'ai écouté ça récemment dans une vidéo et ça m'a beaucoup frappé. Le monsieur dans la vidéo, il explique que c'est en faisant référence à un autre sujet, au fait. C'est en faisant référence à un autre sujet, au fait, que je suis venu... Enfin, il parlait d'un autre sujet et moi, j'ai juste reconverti ça dans mon sujet pour essayer de donner un peu plus de profondeur. Ce qui est là, c'est que l'introspection en elle-même, ou soit l'introspection régénératrice, c'est comme un vêtement. Un vêtement... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je recommence. Les pensées sont comme des habits qu'on porte. Enfin, vous savez, les pensées, c'est comme les habits que nous portons. J'ai écouté ça récemment dans une vidéo sur YouTube et ça m'a énormément marqué. Le monsieur de la vidéo, il parlait d'un autre sujet. Okay? Il parlait du sujet du lâcher prise. Ça va un peu plus dans le même contexte, mais c'est un peu différent. Enfin, d'une certaine façon. Mais, enfin, j'ai réutilisé ce mot aussi. Pause. Les pensées sont comme les habits qu'on porte. C'est une phrase très intéressante que j'ai écoutée récemment dans une vidéo que j'écoutais que j'ai regardée sur YouTube. La vidéo parlait du lâcher prise. C'est presque les mêmes sujets. Le monsieur de la vidéo, il dit que les pensées sont comme des vêtements. Et comme tout vêtement, il peut se salir, etc., etc. Mais il reste un vêtement. Nous ne sommes pas ce vêtement-là. Et ça m'a vraiment tiqué. Je me suis dit, ouais, c'est tellement vrai que par moments, on se trompe, en fait. On se trompe souvent. On pense que nous sommes ces pensées. On pense que nous sommes nos vêtements. On a plus d'un. On en a plus d'un. Les vêtements, on en a plus d'un. Mais même non porter un vêtement reste à nous. Okay? Donc une pensée, même si ça ne vous vient pas là à la tête lorsque vous faites autre chose, ça reste comme une pensée qui est dans votre tête. Et plus on porte un habit, plus on doit le laver. Et nos pensées, plus nous y pensons, plus on doit en fait y mettre un point pour en finir ou soit pour recharger ça avec une autre énergie. Un vêtement qui n'est pas nettoyé devient sale et nous salit aussi automatiquement. Une pensée ne peut pas s'envoler. Quand ça reste et que ce n'est pas une bonne pensée, ou soit ça n'a pas une énergie qui est intéressante, notre subconscient reste bouché, reste bloqué à un certain niveau. Et il faut comprendre une chose, en fait, c'est que notre subconscient n'est pas aussi incompétent que ça. Hein? Et il va en fait réajuster la pensée que vous pensez, intéressant. Bon, réajuster la pensée que vous pensez, que vous avez oubliée, et va la transformer en énergie qui, une fois, vous donnez de la force, cette énergie-là, devient un caractère. Dans le cas de notre Dave,
ces pensées négatives-là d'abus et de violence qui se sont transformées en impulsivité et consommation de drogue. Et ce qui est vrai, c'est que le passé a un impact très fort sur notre présent et notre futur. Et c'est là que entre le jeu. Et c'est là que entre en fait l'introspection, le nous intérieur. C'est là que entre l'introspection en elle-même. Et dans notre cas, l'introspection régénératrice. C'est aujourd'hui que nous mettons enfin à notre... Non, pas ici. Non, stop. C'est ici que nous mettrons fin à notre épisode du jour. Je vous attends dans la suite qui pourra venir. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas après-demain, c'est pas après-demain, c'est finira par venir. Ok, donc on se dit ciao. Et donc on se dit à la prochaine, sans plus tarder. Bye bye.